qui est devenu extrêmement complexe. Parce que, bon, jusqu'en 1945, parce que je suis parti par là, bah, il y a de l'immigration, oui, on aperçoit dans tel ou tel aspect qu'il y a qu'il y avait une immigration de gens venus d'un peu partout, essentiellement d'Europe de l'Est d'ailleurs, des Roumains, beaucoup sont de confession israélite, tout simplement parce que l'antisémitisme, même avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir, est assez virulent dans les pays d'Europe de l'Est. Et il y a une immigration qui vient de là, de ces pays, ça, je dirais la Pologne et la Roumanie essentiellement, peut-être les pays tchèques et slovaques. Il y a une immigration, évidemment, une immigration russe blanche, qui a été très bien documentée par le professeur Caudenes dans ses 2 livres sur l'immigration russe en Belgique. Mais quand on dit immigration russe, elle n'est pas nécessairement russe. Elle peut être balte et elle peut être caucasienne, elle peut être arménienne, par exemple. Donc nous avons de manière éparse, mais une immigration, je dirais, dans l'entre-deux-guerres. Après la Première Guerre mondiale, ben, j'en ai parlé, je crois, dans une émission précédente, il y a la bataille du charbon, parce que les Anglais facturent la libération. La libération nous est facturée. Et ce sont les Anglais. Les Américains vont se contenter d'avoir de l'uranium du Congo en guise de prix. Mais les Anglais vont vendre leur vieux matériel militaire et vont exiger du charbon. Et le ministre Van Acker, socialiste, mais un socialiste pragmatique, se dit, mais moi je dois gagner la bataille du charbon. Alors, pour gagner la bataille du charbon, on va envoyer dans les mines une quantité de gens, d'abord des collaborateurs qui ont été condamnés à la prison, mais qui peuvent avoir une réduction de peine s'ils travaillent dans les mines, des prisonniers allemands qui ont une expérience du travail dans la mine, soit en Silésie, soit dans la Ruhr, et alors toute une série d'Est européens qui ne veulent pas retourner dans un pays qui est devenu communiste. Pourquoi? Parce que ils ont servi leur pays dans les armées régulières qui étaient du côté de l'Axe, ou bien ils sont des gens qui ont fait partie des partis au pouvoir. Et c'est comme ça qu'on a, par exemple, à Liège, 25 000 Croates qui sont arrivés, euh, il y a des Hongrois, il y a des prisonniers soviétiques qui ne veulent pas retourner en Union soviétique. Et il y a là tout un monde de la mine. Et je pense à ce monde de la mine tout simplement parce que nous sommes en 1956, ça fait 70 ans qu'il y aura eu au mois d'août, mais on commence déjà à préparer l'hommage aux mineurs qui sont décédés dans la catastrophe du bois du Casier, où 250, plus de 250 mineurs, 256 je crois, ont été ensevelis dans les décombres de leur mine. C'est une catastrophe absolument abominable quand on voit les témoignages, quand on lit les témoignages de ces pauvres gens. Mais c'était véritablement, il y avait beaucoup de mineurs belges, mais beaucoup de mineurs italiens. Donc les mineurs italiens viennent aussi parce qu'ils sont aussi partiellement d'anciens prisonniers de guerre, etc. Euh, ils étaient dans les armées de l'Axe. Ou bien ils ont été par l'effondrement de l'Italie, par la ruine des villes, parce que l'Italie a quand même euh, fort souffert des combats qui se sont déroulés sur son territoire. Ces gens arrivent par wagon. J'ai eu le témoignage très poignant dans le train de Milan un jour. Le train de Milan, c'était formidable dans le temps. On avait des couchettes et à côté de moi, il y avait un mineur italien
qui m'a raconté évidemment son histoire. Ils sont arrivés ici, il a descendu dans la mine, il a hurlé les premiers jours, mais il a fait un effort sur lui-même. Donc c'était un monsieur absolument remarquable, il a fait un effort sur lui-même, il a poursuivi son travail, il a échappé à la catastrophe, il n'était peut-être pas au même endroit. Et il a fait sa carrière de mineur. Il a été pensionné jeune, relativement jeune, mais c'est normal parce que les poumons étaient encrassés. Enfin, c'était c'est une situation, c'est quelque chose d'absolument abominable, mais héroïque pour ceux qui descendaient dans le fond des mines pour extraire le charbon. Donc, on va célébrer le 70e anniversaire de cette catastrophe au mois d'août. Donc, beaucoup de mineurs étaient italiens, mais il y avait des Grecs, il y avait encore des prisonniers de guerre allemands qui avaient préféré rester en Belgique. Et alors on a récemment, je vois qu'on prépare un hommage à un Russe qui était resté en Belgique, avait travaillé dans la mine, avait fait du social, etc., et qui était mort au bois du Casier. Il y avait des Polonais aussi, beaucoup de Polonais. Donc, ça, c'est la première immigration. Ensuite, ceux qui voudront travailler dans les mines travailleront au Limbourg, où là, on pouvait travailler debout. On pouvait extraire le charbon dans les mines de Campide, on pouvait travailler debout et pas dans des anfractuosités. C'était beaucoup plus facile et c'était moins profond aussi. Et donc, là, il y a eu effectivement une première immigration. Et puis, quand le Congo a acquis son indépendance, en compensation, la Belgique a accueilli les multinationales. Et à partir fin des années 50, début des années 60, il y a la nécessité d'avoir une main-d'œuvre nombreuse, insuffisante, parce que nous avons déjà un tassement démographique à l'époque. C'est pas encore aussi flagrant qu'aujourd'hui, mais il y a un tassement démographique. Les familles sont de moins en moins nombreuses et ben, la bonne vie, la société de consommation fait que on va pas s'encombrer d'enfants parce qu'on ne peut pas faire un voyage à la Côte d'Azur, un mini-trip en avion, etc. Donc, il y a un effondrement démographique et il y a besoin de l'apport d'une immigration. Alors, on commence à aller chercher des gens au Maroc et je me souviens, gamin, j'avais 13 ans et nous sommes allés rendre visite à une dame qui était originaire, elle, de Grenoble, en France, et qui était malade, et on est allé rendre visite à cette dame qui était mère de 3 enfants d'ailleurs, avec qui je jouais. Et cette dame expliquait que elle avait fait connaissance d'un Marocain. Eh bien, les recruteurs belges venaient et on coupait les billets de 1 000 francs. À l'époque, on lui donnait 2 000 francs, mais la moitié seulement, et il pouvait récupérer l'autre moitié du billet quand il arrivait en Belgique. Mais, dit-elle, le gars croyait avoir un salaire mirobolant à l'époque, 10 000, 15 000, 20 000 francs, ça lui faisait tourner la tête, mais il oubliait qu'il avait besoin de vêtements d'hiver, qu'il devait acheter du charbon à l'époque, ou payer la note de gaz, qu'il avait un loyer astronomique par rapport à la paye qu'il avait, et le gars se retrouvait évidemment dans la misère. Alors, il a fallu construire le métro de Bruxelles. Il y a eu encore un apport, mais les accords belgo-marocains disaient les ressortissants marocains vont travailler dans 5 secteurs de l'industrie, 5 secteurs particuliers, pas en dehors. C'est-à-dire évidemment les mines de charbon, l'industrie automobile, l'industrie textile, etc. Il n'était pas question d'aller travailler dans l'ORECA, etc. Mais les
les autorités belges ont estimé qu'il ne fallait pas tenir compte de ça. Si le gars avait envie de quitter la mine, ce qu'on peut comprendre, et voulait devenir garçon de café, ben, il devenait garçon de café. Alors, cette première immigration, ben, tout ça s'est très bien passé, mais la deuxième, la troisième, la quatrième génération, ben, il y avait plus de place, il y a eu l'automatisation, les usines ont elles-mêmes fermé, ben, le charbonnage, l'industrie automobile, ben, elle a diminué considérablement. Ben, autour de Bruxelles, il n'y a plus d'ici ni Volkswagen ni Renault, et ainsi de suite. Donc, ils ont été laissés dans une certaine précarité. Et tous les problèmes découlent de là, bien entendu. Alors, en plus de ça, après ça, l'immigration a varié considérablement. Ça n'a plus seulement été les pays méditerranéens, plus le Maroc. Des gens sont venus de partout et de nulle part. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que c'est la maison d'édition du PTB, PPO, qui bon, ben, sont pro-immigration parce que c'est là qu'ils gagnent leur voix. C'est dans les troisième, quatrième, deuxième, troisième et quatrième générations d'immigrants principalement marocains qu'ils récupèrent leur voix dans Bruxelles, notamment Gouverne-Forêt et Molenbeek. Euh, c'est là qu'ils récoltent leur voix. Ils sont donc pro-immigration. Mais le seul bouquin, la seule compilation véritablement complète, enfin elle date déjà d'il y a une dizaine, si pas une quinzaine d'années, sur la ville de Bruxelles, c'est eux qui l'ont produite. Et ce qu'il y a d'intéressant dans cet ouvrage, c'est qu'on explique l'origine de chacune de ces migrations, le type de travail concret que ces immigrants ont presté sur le sol de la Belgique, mais aussi après, quand il n'y avait plus de travail, quel type de criminalité cela a généré. Parce que ce n'est pas tellement un problème d'immigration, ce n'est pas un problème de race, c'est un problème de criminalité. Bon, les Belges génèrent, dans certains quartiers, il y avait une criminalité belge. Je pense évidemment à, par exemple, la mafia des hormones qui ont abattu dans les fins des années 90 un malheureux vétérinaire qui était venu contrôler l'état du bétail dans une ferme et qu'on a abattu le long de la route quand il rentrait à son bureau. Donc, il existe évidemment des formes nationales de criminalité, mais ce n'est pas la peine d'en importer d'autres. Que ce soit la prostitution, que ce soit le trafic de drogue, etc. Le trafic de drogue pose un problème avec le Maroc. Exactement. Alors, c'est une fois de plus un site euh, qui rencontrerait l'approbation du PTB, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, un site espagnol qui tire la sonnette d'alarme en disant mais ce sont même les bateaux de la marine royale marocaine qui transportent le cannabis. Et alors il y a ben, la fameuse Mocro-mafia dont on parle aux Pays-Bas et en Belgique, surtout sur la place d'Anvers, qui tient le commerce de la drogue. Et cette Mocro-mafia est désormais alliée aux mafias latino-américaines, colombiennes en l'occurrence, et qui trafiquent aussi bien le cannabis marocain que la cocaïne sud-américaine. Et là, ça commence à poser de sérieux problèmes parce que cet argent est forcément blanchi et dans quel circuit apparemment tout à fait honnête est-il blanchi? Ça, c'est la question qu'il conviendrait de poser et pas seulement de critiquer l'immigration sur base d'émotions ou d'incompatibilité d'humeur, mais sur des faits bien établis. Donc, une immigration, ben ça, comme je le disais, on en connaît à l'époque de l'Empire romain. Il y a déjà eu une immigration maghrébine qui s'est fondue dans la population.
mais elle ne posait pas de problème parce qu'il n'y avait pas la différence religieuse et parce que, mais ça c'est un autre problème, et que il n'y avait pas de trafic de stupéfiants, bien qu'on devait en consommer à l'époque aussi, mais dans une société traditionnelle, tout ça se fait avec modération et équilibre. La consommation de stupéfiants est déséquilibrante dans une société qui n'est plus traditionnelle, qui a perdu ses repères, qui a perdu le sens de la famille, qui a perdu le sens de la continuité et de la transmission. Voilà, ça c'est ce que je peux dire sur l'immigration. En fait, ce qui serait bien, serait de présenter cet ouvrage que la maison d'édition, qui est celle du PTB. Aujourd'hui, le PTB n'existait pas encore de manière, enfin si, mais pas de manière, il n'y a pas de présence dans les parlements, dans les conseils communaux, dans les assemblées régionales. Mais ce livre était paru et c'est le seul qui fait véritablement le tour du problème à Bruxelles. Il y a eu aussi un article dans Het Laatste Nieuws que les francophones ne lisent pas. Laatste Nieuws n'est pas un journal intellectuel, loin de là. Une de mes cousines disait oui, mais c'est comme la dernière heure côté francophone. Je dis non, c'est pas exactement la même chose. D'abord, c'est beaucoup mieux écrit. Dans la dernière heure, ben, dans chaque article, il y a des erreurs, enfin des erreurs syntaxiques, généralement des erreurs syntaxiques. Il y a des fautes d'orthographe, etc. Dans la classe de Nice, non, c'est du très bon néerlandais. Et souvent, il y a des articles documentaires. Je pense par exemple aux 20 maladies que vous êtes susceptibles d'avoir aujourd'hui et quels en sont les effets. Je pense à un article que j'avais lu sur ce Belge qui a créé un espèce de promontoire pour pouvoir observer de manière optimale le Grand Canyon du Colorado. Un article sur le Belge qui a décidé les plans des nouvelles voitures Bentley en Angleterre. Il y a sur les espèces invasives dans la forêt de soigne et dans nos forêts, comme les tortues comme les tortues de Floride qu'on jetait dans le ruisseau et qui dévoraient tout ce qui leur tombait sous le bec, ou les écureuils de Corée, etc. Bon, il y a toujours un ensemble d'articles qui sont particulièrement instructifs, et il y en a eu un sur les principales mafias qui s'étaient développées sur le sol belge, avec leurs spécialités. Et je crois que c'est un article qu'on peut toujours lire sur le site de Het Laatste Nieuws, le principal quotidien flamand, qui est lu précisément parce que il a des articles intéressants et amusants chaque jour. C'est une conception du journalisme populaire que je trouve optimale. Et en l'occurrence, ben, cet article sur les mafias nous expliquait bien comment tout ça s'agençait. Et grâce à la lecture de cet article, on peut comprendre un ensemble de faits divers qui se déroulent. On se dit, tiens, voilà, ça s'est passé là. Il y a eu une fusillade. Bon, parce que ça, c'est le gros problème aujourd'hui. Ce sont les fusillades à Anderlecht ou le long de la gare du Midi. Vous pouvez gentiment prendre un café à une terrasse parce que votre train part dans une heure. Vous prenez un café à une terrasse Kalachnikov, qui vient d'on sait où. Enfin, les Kalachnikov, on sait qu'on pouvait les acheter pour 50 euros ou quelques ou 100 euros sur le marché noir parce qu'elles venaient de l'ex-Yougoslavie et maintenant elles viennent d'Ukraine, évidemment. Et ça aussi, d'où vient ce trafic d'armes, euh, comment ça se passe, etc. Là, je ne vois aucun parti qui a une solution euh, ou qui étudie de manière à la manière d'une enquête policière ou judiciaire l'ensemble de ces phénomènes très désagréables qui frappent notre vivre ensemble, évidemment. Alors, je vous écoute si vous avez d'autres questions.
Peut-être l'état moral de la société actuelle, si vous avez un ou 2 mots à dire dessus? Oui, mais ça, l'état moral de, de tout l'Occident est désastreux, en fait, depuis le 19e siècle. Hein. Ça, les observateurs l'avaient constaté, l'effondrement des, des systèmes familiaux, enfin des systèmes sociaux, de la famille, de la communauté, de l'esprit villageois ou de l'esprit corporatif au sein d'une ville, etc. Le sens du service et tout ça s'est effondré avec la Révolution française et les effets de la Révolution française. Là, je pense simplement, comme conseil, je donnerais la lecture de certains ouvrages d'Honoré de Balzac. Évidemment, c'est un langage un peu tiré en longueur, puisque Balzac était payé pour un quart de page du journal, et donc il allongeait un petit peu la sauce. Mais c'est un style qui peut paraître un peu long, un peu lourd pour notre lecteur actuel. Cependant, le meilleur exemple dans ce que je dis, il y en a d'autres, bien sûr, dans l'œuvre de Balzac, mais c'est le père Goriot. Alors, le père Goriot a été officier dans l'armée de Napoléon, il s'est retrouvé en Italie, il a décidé d'importer des pâtes dans Paris, puisque ça se transporte, hein, il fait venir des pâtes, et puis finalement, ses filles se disent, ah ben papa est riche, donc elles courent le guidou, etc. Elles ont des amants, elles dépensent beaucoup d'argent, et elles finissent par ruiner leur père, et quand leur père est ruiné, elles ne viennent plus lui dire bonjour. Et alors, en fait, le discours du père Goriot a été remarquablement interprété par Charles Aznavour, qui a joué le rôle du père Goriot dans un film du même titre. En fait, il récite le texte. Donc, on ne perd pas le texte. Souvent, dans un film, on a réduit le texte à peu de choses. Dans le film où Aznavour joue le rôle du père Goriot, ce n'est pas le cas. Donc, on peut vraiment jouir du style de Balzac en écoutant parler Aznavour dans ce film qui s'intitule Le Père Goriot. Il y a aussi un autre texte qui est très, très significatif et qui correspond tout à fait à notre époque, de Balzac, où il campe, j'ai oublié le titre, mais il campe, c'est à Grenoble aussi, je crois, ou oui, c'est ça, à Grenoble. Donc, il y a un monsieur un rural d'un village dans la région de Grenoble qui a plusieurs enfants et qui vit dans son village. Et avec il y a deux messieurs, deux amis, je crois, c'est ça. L'un reste au village et l'autre suit ses enfants dans la ville. Et puis ces deux vieux messieurs meurent. Celui qui est resté au village, il a un enterrement extraordinaire. Tout le monde vient le voir sur son lit de mort. Il est enterré. Il y a une messe. Les enfants venaient chez lui. Il n'était pas isolé. Celui qui est parti en ville, il est de plus en plus isolé. On ne le voit plus et on l'expédie au cimetière dans une tombe sans nom, enfin sans relief. Et ce rapport à la mort très bien, illustre très bien le déclin de nos sociétés. On expédie les gens sans décorum, etc. Euh, pour la Belgique, Pierre Stéphanie, qui est un journaliste carolo-régien qui écrit une quantité industrielle de livres sur la vie quotidienne des Belges au fil des décennies, dans les années 20, 30, 40, un volume pour chaque année du second conflit mondial, chaque année de l'occupation, sur les années 50, sur les années 60, etc. Eh bien, lui parle dans les numéros, dans le volume sur les années 50, il montre l'évolution. L'évolution commence
dans les années 50, il décrit un enterrement. Il décrit aussi les règles que doivent appliquer les membres de la famille quand un des leurs décède. Si c'est un père, tous les enfants doivent porter le deuil pendant 1 an, habillés de noir. Enfin, il y a des règles et ces règles vont s'estomper petit à petit. Et je crois que le basculement se fait, ce n'est pas moi, plusieurs auteurs le disent, ce basculement se fait quand on a l'illusion de la technique à partir de l'exposition de 1958. Et là, ça va basculer et on va rentrer véritablement dans la modernité, même pour les gestes de la vie quotidienne. Une question s'ajoute alors. Heu, Oui. Perdu dans la société de la famille, puisque vous disiez, des choses qu'on a pu perdre, l'objet technique qui s'insère, est-ce que vous avez une réaction sur la place, à l'heure actuelle, de la technologie? Dans la vie de tous les jours, dans les métiers et Oui, bon, ça, ici, nous sommes aussi un tournant, une place sur la Et technologie. Bon, je il y a suis toujours désolé de eu de vous la interrompre, technologie. mais l'interview, le passage ici, a duré un peu plus de 20 minutes parce que c'est pas moi qui fixe les règles, c'est Génération Sankara et qui disait que ça ne peut pas durer plus de 20 minutes. Alors il mais peut toujours Ah faire Raphaël, ce bon. qu'il ça veut ça a Oui, duré mais large donc sur la technologie, je dirais une phrase, il y en a toujours eu. Donc il ne faut pas avoir un a priori nécessairement négatif sur la technologie. Bon, personnellement, mon métier de traducteur formé à écrire tout à la main ou à la machine, c'est fini puisqu'il y a l'intelligence artificielle. Je traduis en une matinée ce que je traduisais en 2 semaines auparavant. Donc, mais l'intervention humaine reste quand même nécessaire pour la correction et pour tout ça. Mais je travaille plus vite. Bon, là, c'est une question de vitesse. Euh, c'est évidemment l'intelligence artificielle qui nous interpelle et elle nous interpelle dans la mesure où, quoi qu'on fasse, qu'on soit une dentelière ou un cordonnier, etc., le métier doit être appris à la base comme si cette technologie n'existait pas. Après, évidemment, on peut utiliser la technologie, mais le savoir-faire traditionnel doit quand même rester à la base. Je crois que si on ne le laisse pas à la base, là, on court à la catastrophe. Bon, je m'arrête là parce que sinon, on va merci monsieur Robert véritablement Stockers.